Bonjour, nous allons parler maintenant de la sémiologie rachiomédulaire, c'est-à-dire des signes neurologiques et rachidiens et de leurs particularités dans l'enfance. Donc, je vous ai mis en illustration le dieu Héraclès qui voit un bossu qui manifestement a eu une pathologie dans l'enfance. C'est très évocateur de ce qu'on voit par exemple dans le mal de Pott actuellement. Alors, pour analyser la sémiologie, c'est très pratique d'utiliser cette grille d'analyse. Il y a le syndrome rachidien, tout ce qui concerne la colonne, donc les articulations et les os. Le syndrome lésionnel, c'est-à-dire tout ce qui est métamérique, c'est-à-dire les racines, la substance grise. Et puis le syndrome sous-lésionnel, ce qui va être en rapport avec l'atteinte des voies longues, c'est-à-dire les voies motrices et les voies sensitives. Donc, tout d'abord, le syndrome rachidien, je le mets en premier parce qu'il ne faut pas l'oublier quand on parle d'une question de sémiologie rachidienne et médulaire chez l'enfant. Le maître mot, c'est l'impotence douloureuse. Comme dans n'importe quel segment de l'anatomie du squelette, on va avoir un blocage douloureux de la mobilité. Donc la douleur, c'est vraiment le maître symptôme. Ça peut être une douleur spontanée qui parfois est insomniante, ce qui peut être en faveur d'une origine tumorale. Et ça a une valeur localisatrice qui va nous orienter vers le bilan radiologique à faire en fonction de l'endroit où se trouve la douleur. Quand on a une douleur nocturne, c'est souvent une douleur inflammatoire qui peut être tumorale ou infectieuse ou une maladie auto-immune. Et puis, il y a la douleur qui est provoquée par l'examen. On va presser les épineuses pour chercher s'il y a un niveau précis auquel on va provoquer cette douleur dite exquise. Alors ensuite, la douleur, elle peut être impulsive et ça va être une des causes de constipation chez ces patients. Vous voyez ce patient qui a un méga cul-de-sac avec un scalloping des vertèbres et qui a un énorme fécalome en avant de son rachis. Donc ça, c'est un symptôme qu'il va falloir rechercher chez ces patients. Ils vont pas nous dire systématiquement de quand date leur dernière selle. Et puis, l'enfant, souvent, il ne va pas se plaindre de douleur. En fait, cet enfant-là, il était complètement bloqué en lordose, mais on lui demande, t'as mal? Ben non. En fait, la douleur, la raideur, c'est un équivalent de la douleur. Un enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui a mal jusqu'à preuve du contraire. Et puis, on peut avoir au niveau cervical ou crânio-cervical un torticolis. Alors, il faut distinguer le torticolis rotatoire qui est dû à un spasme musculaire où il y a l'attitude typique du rouge-gorge, hein. Et puis ici, ça prédominait sous forme d'inclinaison latérale et en fait, c'était révélateur d'une tumeur de moelle cervicale, ce qui est quand même beaucoup plus sérieux et inquiétant. Donc, il faut vraiment accorder de l'importance à est-ce qu'il y a une rotation ou non. Donc ici, c'est une autre petite fille, vous voyez elle se tourne en bloc. Elle est incapable pour rattraper son doudou qu'on lui met. Elle est obligée de se mobiliser en bloc. Et c'est révélateur d'une grosse masse qui est en fait un lipome non dystrophique de la moelle cervicale qui provoquait des douleurs. Alors, ensuite, syndrome lésionnel, syndrome sous-lésionnel, c'est quoi la différence? Alors, pour illustrer, il faut faire un petit peu de neurophysiologie et parler de la boucle gamma. Donc, la boucle gamma, c'est le réflexe myotatique qui est typiquement un réflexe segmentaire. On a un neurone sensoriel sensitif au niveau du faisceau neuromusculaire, qui sont des fibres musculaires spécialisées, et ce neurone va avoir son corps cellulaire dans le ganglion spinal. Il va faire une synapse au niveau de la corne antérieure de la moelle avec le neurone moteur qui va commander l'unité motrice qui va entraîner le réflexe osteotendineux. Donc tout ça, ça se passe dans un seul métamère, c'est le syndrome lésionnel. Quand il y a une interruption de cette chaîne réflexe, bien sûr, il va y avoir une abolition du réflexe. Maintenant, les voies longues, ce sont les voies de la sensibilité et de la motricité. Et en ce qui concerne la motricité, on va avoir en fait le premier motoneurone qui va venir moduler l'activité du deuxième, qui autrement a une activité en soi qui est une activité automatique. Hein, ça, c'est la théorie de Jackson où le niveau supérieur inhibe le niveau sous-jacent, c'est un petit peu comme dans l'administration française. Ensuite, le niveau lésionnel. Donc, le niveau lésionnel, comme j'ai dit, il est caractérisé par sa métamérie. Donc, on a un niveau clinique qui va correspondre au niveau de la lésion rachidienne. On a une atteinte neurologique de type périphérique, c'est-à-dire que les réflexes vont être abolis, comme je l'ai expliqué, il y a une rupture de cette boucle gamma. Il va y avoir également une atrophie importante par atteinte du deuxième motoneurone au niveau de la corne antérieure de la moelle.
Et puis, sur le plan sensitif, ça va être marqué surtout par un tableau d'irritation avec une névralgie, névralgie cervico-brachiale, névralgie sciatique, pudendale, tout ce qu'on voudra, et avec un déficit de sensibilité, donc une anesthésie ou bien une hyperesthésie qui correspond en fait à une perte de sensibilité superficielle. Et puis, sur le plan moteur, on aura bien sûr une perte de force. Donc, les réflexes, bah, ils peuvent être abolis tout en étant aussi diffusés. Vous voyez qu'on n'a pas de réflexe bicipital, mais qu'on a un réflexe pronateur à la place. Alors que le réflexe pronateur lui-même est aboli. Donc, c'est à la fois central et périphérique. En fait, c'est une petite fille qui avait une syringomyélie. Ici, les réflexes cutanés abdominaux. Alors ça, c'est vraiment très précieux chez l'enfant. Vous voyez, là, on le retrouve et là, non. Donc, on a un seul réflexe qui est présent, c'est le réflexe supérieur droit, donc il s'épuise rapidement, mais les réflexes cutanés abdominaux sont beaucoup plus fidèles chez l'enfant que chez l'adulte, où ils peuvent être facilement disparus sans que ce soit pathologique. Mais ici, il y a un réflexe qui est bien présent et tous les autres sont absents, c'est réellement pathologique. Maintenant, le syndrome sous-lésionnel, c'est une atteinte de type central. Donc, on va avoir une atteinte des voies longues, sensitive et motrice. Et le niveau clinique qui va nous être indiqué, il est toujours inférieur ou égal au niveau lésionnel rachidien. C'est-à-dire que si on a une paraplégie, en fait, ça peut traduire une atteinte cervicale. Il ne faut pas se laisser piéger. On va avoir un déficit moteur avec un membre qui va être flasque initialement, puis secondairement spastique. On a un trouble sensitif avec une hypoesthésie le plus souvent, on peut avoir des douleurs neuropathiques également. Et puis les réflexes, à la phase aiguë, un motard qui tombe de sa moto, il va avoir une paraplégie avec une abolition des réflexes et secondairement un syndrome pyramidal. On va détailler. Et puis on a des automatismes, le mouvement en triple retrait qu'il va falloir distinguer d'un mouvement volontaire, je vais vous montrer une vidéo, et puis le priapisme qui est une érection qui est incomplète mais qui est bien visible. Et puis les sphincters, faut jamais oublier, le globe vésical, il faut y penser dès la phase aiguë. Le patient qui n'est pas sondé, c'est un pas miséro à la copie de l'étudiant qui a oublié ce détail important. Donc le patient risque de mourir, donc c'est pas pour rien qu'on lui met zéro. Donc les réflexes, on va avoir des réflexes globalement augmentés, qui sont plus vifs, plus amples, peuvent être inépuisables même, et avec une extension de la zone réflexogène. Et puis on a des réflexes qui sont présents qu'on ne retrouve pas autrement. Vous voyez, ici on a le clonus de la rotule, on empaume la rotule et on l'abaisse, et on a plusieurs contractions, alors que normalement on peut en avoir une, deux à tout casser. On peut avoir également la trépidation épileptoïde du pied. Ici, c'est un bébé qui a une infirmité motrice cérébrale. Vous voyez que tant qu'on maintient la flexion dorsale du pied, ben, ça réinitialise le réflexe qui est inépuisable. Et puis, on peut avoir des réflexes anormaux. Donc ici, on a le réflexe du grand pectoral qui va se traduire par une flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc, extension de la zone réflexogène, extension de la réponse à différents groupes musculaires. Le syndrome pyramidal, donc les réflexes sont augmentés, il y a une spasticité, il y a une libération des réflexes archaïques, comme le Babinski, qui peut se retrouver avant un an. On le retrouve dans des tableaux de la Renaissance, on voit le petit Jésus dans les bras de la Sainte Vierge avec le gros orteil en flexion dorsale. Donc, on a ce signe de Babinski, donc une inversion du réflexe cutané plantaire. On peut avoir le signe de Hoffmann au niveau du membre supérieur. On a des automatismes et puis une spasticité avec des déformations. Vous voyez ce pied creux avec des orteils en griffe. Donc là, c'est une spasticité ancienne, évoluée, qui entraîne des déformations sur le pied. Et puis, on peut avoir ces réflexes, vous voyez, le réflexe rotulien qui est inépuisable. On voit que le pied est également creux avec un gros orteil en crochet. Et puis, on a ce réflexe également, la même chose du côté gauche. On a un enfant qui a un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs. Donc, la marche, forcément, elle sera spastique. Il y a une hypertonie. Alors, l'hypertonie, sur le plan thérapeutique, on va hésiter un peu il faut réfléchir avant de la traiter parce qu'elle peut servir aux patients à se tenir debout. S'il y a une perte de force, elle peut être masquée par l'hypertonie. Et donc, si on enlève l'hypertonie, parfois, il ne peut plus marcher. On a un varus équin avec et parfois une spasticité phasique avec des renforcements spastiques, avec des douleurs souvent. Et la marche, vous voyez, le pied il part en varus, il est en équin, le pied est creux, donc ça entraîne des déformations du pied, une ulcération du bord latéral du pied. Et donc, ça donne typiquement le schème de Little, très bien expliqué sur ce dessin de Netter.
Et puis, alors comme je le disais, les réflexes, les mouvements automatiques, chez un petit enfant, ça peut être difficile de les distinguer de mouvements volutionnels. Vous voyez sur la photo, l'enfant a une paraplégie complètement flasque, il bouge les bras, les jambes ne bougent pas du tout. Et pourtant, quand on les stimule, vous voyez, on va avoir des mouvements. On fait voilà, vous voyez, il y a un triple retrait qui ressemble tout à fait à une motricité normale d'un enfant de cet âge-là. Donc, il faut juger sur la mobilité volontaire et mobilité réflexe, hein. Donc, on a des automatismes un petit peu comme le canard à qui on coupe la tête ou les singes céphalophores qui se baissent pour ramasser leur tête et la porter là où il faut fronder une abbaye, comme ici le Saint-Denis. Les troubles de sensibilité, maintenant, il y a une perte de sensibilité professionnelle, superficielle, pardon. On va rechercher la sensibilité profonde. Donc la sensibilité profonde, ça peut entraîner des chutes dans l'obscurité, hein. Donc c'est un signe de Romberg. Par exemple, le patient qui traverse un parking souterrain et la lumière s'éteint, il est par terre. On peut avoir une perte de sensibilité thermoalgique, donc qui va entraîner des plaies indolores. Donc, l'enfant, il va se négliger un peu, il ne se rend pas compte puisqu'il a pas mal, hein. Donc, on lui dit non, c'est pas un super pouvoir que tu as, au contraire, c'est embêtant. Et puis, on peut avoir à l'inverse des douleurs neuropathiques qui sont liées à une perte de la sensibilité profonde et une libération de la sensibilité douloureuse, hein. Donc, c'est assez bien illustré par ce tableau de Frida Kahlo avec sa colonne brisée et puis des clous un peu partout, partout où elle ressent des douleurs épouvantables de type neuropathique. La marche, maintenant, elle est spastique, elle peut être complexe parce que vous voyez ici, il y a à la fois une hypotonie, une spasticité, il y a une atteinte cordonale, une atteinte cérébelleuse. Bref, il faut faire le tri de ces différentes sémiologies qu'on peut rencontrer chez le même patient. Maintenant, le syndrome sous-lésionnel, ça entraîne également des troubles de ventilation quand c'est haut situé au niveau C4. Vous voyez ici sur cette radio de thorax, on a la coupole diaphragmatique gauche qui est relevée par rapport à la droite. En fait, il y avait une masse au niveau du creux susclaviculaire. Et puis, quand on a une paralysie bilatérale, on va avoir un balancement thoraco-abdominal parce que la ventilation ne se fait que avec le diaphragme. Bon, si le niveau C4 est atteint, le patient ne respire plus du tout. Mais donc, on a une perte des muscles respirateurs accessoires. Vous voyez, le patient, il expire, il inspire en contractant son diaphragme et ça fait le balancement thoraco-abdominal. Il ne respire plus qu'avec ce diaphragme. Le retentissement vésical, on a bien sûr une vessie neurologique. Donc, il faut toujours distinguer l'émiction et la diurèse. C'est pas parce que l'enfant urine qu'il vide sa vessie. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Parce que la différence entre les deux, ça s'appelle un globe vésical et ça peut être une pyélonéphrite. Donc, ça risque de s'infecter. Et puis, le globe vésical, c'est aussi une épine irritative qui va renforcer la spasticité chez ces patients et qui peut entraîner des complications rénales avec un reflux vésico-rénal. À l'échographie, on peut avoir un épaississement de la paroi de la vessie qui, avec des diverticules, des colonnes, etc., comme un myocarde. On appelle ça la vessie myocarde. Et puis le retentissement digestif, on en a déjà parlé. On peut avoir une constipation qui peut être majeure. Qui peut contraster avec une béance anale, mais malgré tout, il y a une rétention de sel qui, elle aussi, peut entraîner donc un fécalome qui est également une épine irritative pour la spasticité. Et puis, donc, on va devoir coter l'aspect des selles en fonction de l'échelle de Bristol. Les troubles trophiques, maintenant, on peut avoir une hypotrophie. Vous voyez ici cette main gauche qui est nettement plus petite que la droite, ce qui traduit une atteinte médulaire cervicale ancienne. On peut avoir une amyotrophie, des rétractions, des arthropathies, des maux perforants plantaires, parfois un aspect d'hypertrophie des parties molles dû à des troubles vasomoteurs avec des plaies indolores. Ça, c'est dans la syringomyélie qu'on voit ça. Un mal perforant plantaire comme ici, et puis une escarre sacrée et abominable comme ici, où on voit jusqu'à la vertèbre L5 qui est exposée chez un enfant qui ne ressent aucune douleur et qui en plus est trouble trophique. L'atteinte médulaire de forme d'imidier, hein, c'est, on va dire un mot sur le syndrome de Brown-Séquard, qui est intéressant à connaître parce que c'est de bons pronostics en fait, hein, quand il y a une décompression rapide, ça récupère bien. Donc on a une anesthésie superficielle et un déficit moteur qui sont homolatéraux à la lésion. Forcément, puisque là, on se situe en dessous de la décussation de ces voies longues. Par contre, l'anesthésie thermoalgique, elle est véhiculée par la voie spinothalamique, et là, ce sont des neurones qui décussent à chaque niveau, c'est-à-dire que la lésion, elle va intéresser des neurones sensitifs qui ont déjà décussé et qui intéressent donc l'hémicorps contralatéral.
Et puis on peut avoir une bande d'hypoesthésie ou d'hyperesthésie qui correspond au niveau lésionnel. Hein, donc c'est important de distinguer entre la voie lemniscale et la voie spinothalamique. Hein, la voie lemniscale, c'est la sensibilité tactile et la sensibilité profonde. Donc les neurones qui sont situés dans le ganglion spinal, ils vont envoyer leur axone dans le cordon postérieur de la moelle jusqu'au niveau des noyaux de Gold, Burda, Grund-Monakoff, hein, classique, au niveau bulbaire, et qui ensuite vont décusser dans la décussation de Wernicke. Alors que la voie spinothalamique, ce sont les neurones qui sont dans le ganglion spinal. Bon, la moelle a été représentée à l'envers ici. Eux, ils vont décusser, ils vont faire une synapse d'abord dans la corne postérieure de la moelle, et c'est ce qui va envoyer un deuxième neurone sensitif qui va décusser au niveau de la commissure antérieure de la moelle et qui va ensuite arriver jusqu'au niveau thalamique directement. Euh, donc, dans la syringomyélie, on va avoir ce qu'on appelle le syndrome suspendu, quand on a une cavitation de la moelle qui va interrompre toutes ces fibres spinothalamiques qui décussent en passant dans la substance grise. Et donc, on va avoir une hypoesthésie thermoalgique des deux côtés au niveau lésionnel. On va avoir cette anesthésie en pèlerine, comme on le dit. On a également une atteinte de la corne antérieure, de la moelle, donc qui va se traduire par une amyotrophie importante. Et donc, cette anesthésie thermoalgique, elle peut être responsable de blessures indolores, de panarie, et comme ici, une brûlure épouvantable avec une rétraction, une cicatrice rétractile très disgracieuse au niveau du sein chez cette jeune fille. Donc ici, on a une cavité intramédulaire qui est liée à une tumeur intramédulaire, et vous allez voir qu'on a donc un réflexe bicipital aboli, cubitopronateur aboli, des deux côtés. Donc, on a tous ces réflexes segmentaires qui sont abolis parce qu'il y a une atteinte de la corne antérieure de la moelle au niveau de la lésion. On n'a pas de réflexe du grand pectoral. On n'a pas de signe de Hoffmann. Au niveau des membres inférieurs, vous allez voir, par contre, on a une augmentation des réflexes, une diffusion. Vous voyez, il y a Pikachu qui part en flexion plantaire. On a une diffusion du réflexe, vous voyez, quand on stimule le tendon quadricipital, pareil que de l'autre côté, hein, donc on a une flexion plantaire du pied, et puis vous voyez, il y a une diffusion du réflexe, on a un réflexe achillien qui diffuse, qui peut diffuser au niveau des adducteurs homolatéraux ou contralatéraux. Voilà, donc on cherche le clonus de rotule, il y a quelques contractions, et puis on va chercher les cutanés abdominaux, qui sont abolis, donc qui traduisent, bon là ils tous, là il y en a un, il y en a très peu, il y a très peu de réflexes, mais il y en a ce qui contraste avec l'abolition des autres. Donc dans la syringomyélie, bah, comme j'ai dit, il y a des troubles trophiques, ça peut complètement résorber une tête humérale, ça peut donner cette espèce d'arthropathie hypertrophiante. On a le Panary d'Osler, on a le mal perforant plantaire, et puis on peut avoir un Claude Bernard Horner qui traduit l'atteinte de la colonne latérale de la moelle cervicale. Et puis cette amyotrophie, donc parfois ça atteint les muscles spinaux, ça donne la scapula alata, donc l'omoplate comme une aile d'ange, et des ongles incarnés récurrents chez ce jeune homme. Et en post-op, on n'avait plus d'ongles incarnés, et puis vous voyez qu'il a fait un peu de muscu, le kyste a diminué, et il s'est remusclé sa musculature spinale. Maintenant, la moelle attachée, ça va faire un petit peu la même chose. On peut appeler ça un syndrome suspendu par les pieds, c'est un peu un jeu de mots. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'on a une augmentation des réflexes rotuliens, comme on l'a ici, qui est souvent asymétrique. Voilà, c'est du côté gauche, du côté droit, c'est pas évident. Alors que du côté gauche, vous voyez, c'est franc. Donc il y a très clairement une atteinte avec une flexion plantaire du pied, une diffusion du réflexe, qui va contraster avec l'abolition des réflexes achilliens. Donc, c'est un petit peu comme ce qu'on a au niveau cervical. On a une atteinte centromédulaire sous-jacente et une atteinte des voies longues au-dessus. Et chez ce patient qui avait en plus un globe vésical, comme vous le voyez, il avait une moelle attachée en rapport avec un myélolipome. Voilà. Donc, il y a des diagnostics différentiels entre une paraplégie, ça peut parfois être d'origine cérébrale quand on a une atteinte du lobule central, paracentral bilatéral, notamment chez quelqu'un qui a une rupture d'anévrisme, qui a un vasospasme des deux artères péricalleuses. Ça peut être une origine plexique, vous voyez, chez ce bébé, bon, je l'ai masqué, mais en fait, il a un Claude Bernard Horner et il y a en plus son bras qui pend complètement lamentablement parce que,
une atteinte du plexus secondaire à la pose d'un cathéter central, qui était particulièrement difficile. Bon, il a récupéré. Euh, L'atteinte neuromusculaire, on a une abolition des réflexes osteotendineux, on a des troubles trophiques, on a une dysautonomie, et on a en plus, dans les atteintes musculaires périphériques, on a une abolition du réflexe idiomusculaire. C'est-à-dire que pour interpréter une abolition d'un réflexe osteotendineux, il faut également tester la réactivité du muscle. On percute le vaste interne pour vérifier qu'il est réactif, pour ne pas passer à côté d'une atteinte musculaire, comme dans les myopathies par exemple. Il y a un autre diagnostic différentiel qui est assez inhabituel, c'est l'hypertension intracrânienne. Ça, c'est un enfant qui avait été vu en orthopédie à cause de sa scoliose. En fait, ce n'était pas une scoliose, c'était une attitude scoliotique. Et l'orthopédiste trouvait que c'était bizarre. Il a demandé une IRM encéphalique crânio-spinale. Au niveau spinal, on voyait qu'il y avait un scalloping des corps vertébraux qui traduisait une compression ancienne, qui était en fait liée à une tumeur cérébrale sous-jacente qui a ensuite été opérée. Ça a été révélateur d'Abourneville. Et la sémiologie crânienne était vraiment très en arrière, puisque c'est l'orthopédiste qui l'a vu en premier. Et puis, il y a une différence. Et il faut penser à l'hystérie, à la pathomimie. Hein, vous voyez, ce petit garçon qui a une marche très anormale, mais ça ne ressemble à rien de neurologique. C'est pas une spasticité, c'est pas une dystonie, c'est pas cérébelleux. Et donc, bon, est-ce qu'il faut faire un bilan neurophysio? C'est avec un point d'interrogation, parce que ça risque de, si on fait un bilan extensif, ben évidemment, on va rien trouver, mais en même temps, on va conforter le patient dans sa pathologie, alors que le problème est ailleurs. Il y a le syndrome de Munchausen, et puis, enfin, donc le syndrome de Munchausen, c'est des patients qui cherchent à se rendre intéressants avec leur pathologie, ou alors les parents qui cherchent à troubler le corps médical, et on en arrive à une forme de maltraitance, hein, dans le Munchausen par procuration. Et puis enfin, la pathomimie, c'est quand il y a une revendication de la part des parents, c'est rarement venant de l'enfant, c'est pas du tout comme chez l'adulte. Voilà, on a fait un peu le tour de cette sémiologie rachis-médulaire de l'enfant. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en ligne et d'autres informations sur le site Neurochirurgie.